welcome back. I hope you all had a good Bienvenue à nouveau à tous. J'espère que vous avez eu une bonne pause café, que vous avez bien profité de tout ce qui est à disposition sur notre plateforme. Donc, cette session sur la zéro séparation et les soins centrés sur la famille va être présidée par Sophie Janet, qui est référente pédiatrie chez MSF, spécialisée en médecine tropicale, diplômée de l'Université d'Oxford. Elle a travaillé dans de nombreuses organisations en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Et elle est donc référente pédiatrique MSF basée à Dakar au Sénégal. On est ravis de lui donner la parole et qu'elle mène cette session sur la zéro séparation et le soin centré sur la famille, ou FCC. Je suis vraiment ravie parce que ce sont deux priorités pour MSF pour assurer des soins holistiques et de qualité aux populations que nous servons, et ça permet d'avoir de meilleurs résultats, ça améliore les résultats des soins et ça permet de mieux répartir les ressources. Cela dit, sa mise en œuvre est quand même rendue difficile par le statu quo actuel qui est basé sur un système de silos qui sépare l'enfant et la mère après la naissance, en dépit évidemment de tous les avantages qui ont été démontrés à laisser le couple mère-enfant ensemble. Donc là, on met l'accent dans cette session sur cela et sous ce chapeau de ces soins centrés sur la famille, FCC, on va introduire le concept de la zéro séparation avec une petite vidéo, et puis après, l'équipe en Tanzanie qui a participé à un essai randomisé conduit par l'OMS sur la méthode kangourou, nous en parlera. Puis ensuite, on donnera la parole au docteur Marina Moreno Sanz d'Espagne qui partagera avec nous cette expérience dans les services de nouveau-nés, néonataux. Et puis, on va aussi donner la parole à quelqu'un qui partagera son expérience et sa perspective en tant que mère et qui vient d'Afrique du Sud. Et ensuite, on verra comment mieux mettre en œuvre cette politique au sein de MSF. Vous pourrez poser vos questions à tout moment et également liker les questions des autres participants. Évidemment, on ne pourra pas prendre toutes les questions parce qu'on n'a pas le temps, mais vous pouvez poser ces questions aux orateurs à la fin de la journée, et j'espère que ça va nous permettre de mieux comprendre comment on prend en charge la mère et l'enfant et qu'est-ce que ça veut dire la zéro séparation pour MSF. C'est quoi la zéro séparation? La zéro séparation, ça veut dire qu'on crée les meilleures conditions possibles, à la fois pour les mères et les enfants, pour qu'on ait ce couple qui soit pris en charge dès la naissance. Ça s'inscrit dans le cadre de soins centrés sur la famille qui respectent complètement les soins à la mère avec plusieurs dimensions, la proximité, à la fois physique et émotionnelle, et l'intégration des soins à la mère et l'enfant, ce qui veut dire qu'on répond aux besoins de cette dyade à tout moment. Ça peut s'appliquer dans tous les niveaux de soins de santé, et les systèmes qui l'adoptent réduisent la séparation inutile entre la mère et l'enfant. On enlève les barrières qui empêchent d'avoir une proximité entre la mère et l'enfant. Au cours de ce parcours mère-enfant, il y a de nombreuses opportunités pour renforcer ce lien. Par exemple, à la naissance, il faut permettre à la mère et l'enfant d'être très proches avec le contact peau à peau, l'allaitement, aussitôt que possible. On doit organiser les maternités pour que ça permette aux mères d'avoir de l'espace et de pouvoir passer du temps avec le nouveau-né, elle et la famille d'ailleurs. Et si on met cela en place à tous les niveaux du système de santé, on pourrait s'assurer qu'on a bien
par exemple, au niveau de la consultation mère-enfant, poser des questions à la mère sur sa santé à elle. Cette zéro séparation, c'est un appel à tous les professionnels de santé pour la mettre en œuvre dans les soins qu'ils prodiguent aux mères et aux enfants, et ça peut être mis en œuvre dans le contexte MSF. Pourquoi est-ce que justement MSF doit le favoriser? Au cours des débuts du XXe siècle, lorsque les pratiques, lorsque l'accouchement s'est de plus en plus déroulé à l'hôpital, il y a eu cette séparation dans la plupart des pays à ressources élevées, moyennes, avec une organisation qui était celle qui facilitait le travail des médecins et des infirmiers, par exemple avec un travail en silo, sans trop avoir la famille qui viendrait entraver, et même dans les contextes humanitaires. Cette approche qui sépare sous-estime la valeur de ce lien mère-enfant, et aujourd'hui, nous remettons en cause cette pratique. Quels sont les bénéfices de zéro séparation? Eh bien, ça réduit la mortalité et la morbidité. On a toutes les preuves qui nous montrent que même les tout petits nouveau-nés qui sont malades et qu'on doit stabiliser, eh bien, se portent mieux si on les met au contact peau à peau avec la mère. Ça permet de réduire les complications, l'infection, l'hypoglycémie et l'hypothermie. En outre, on sait qu'on a une meilleure réussite de l'allaitement maternel et qu'on renforce le lien avec l'enfant, on abaisse le stress maternel. C'est important d'offrir ce soin aux mères et aux enfants et de respecter le choix de la mère d'être proche ou moins de son enfant. Et ce n'est pas l'organisation des systèmes de santé qui doit le dicter. C'est important de prendre soin du bébé et de ses besoins, mais en augmentant la qualité, la valeur des soins, en permettant ce lien étroit avec la mère. Et ça réduit aussi le fardeau sur les épaules des soignants, évidemment. Oui, c'est bien pour les mères et les enfants. Dans notre projet, on a commencé à réfléchir aux barrières qui entravaient ce lien et qui nous empêchaient d'avoir zéro séparation dans notre contexte. Comment est-ce qu'on peut surmonter ces barrières au niveau de tout le personnel soignant, mais aussi au niveau de ceux qui sont dans la logistique et aussi les familles, les communautés, la communauté, pour commencer à diffuser ce message et commencer à changer les choses. Le contact avec, vous pouvez contacter le référent santé reproductive pour avoir plus d'informations. Alors, j'espère que cette vidéo aura suscité votre intérêt et que vous avez envie d'en savoir davantage. Je voudrais vous présenter le docteur Naomi Amon, qui travaille au CHU de Tanzanie et qui va vous parler de son expérience et qui vous présentera également une vidéo de témoignage d'une maman. Bonjour à tous. We cannot hear you, Dr. Naomi. Are you there? Docteur Naomi Amon, on n'arrive pas à vous entendre. Oui, j'essaie juste de partager. Bon, on est en train de corriger quelques petites choses.
Bien. Bonjour à tous, je m'appelle Naomi Amand. Je vais vous parler de cette étude kangourou immédiate, IKMC, dans l'un de nos sites en Tanzanie. Alors, désolée, je suis le docteur Naomi Amand, je suis pédiatre et aujourd'hui, je vais évoquer l'Immediate Kangaroo Mother Care, l'IKMC, la méthode kangourou immédiate. C'est une étude qui concerne 5 pays et je vais vous parler d'un des sites. L'OMS définit la méthode kangourou au KMC comme le soin aux prématurés, les enfants de petits pois, et qui permet à la mère de garder le bébé sur sa peau, sur sa poitrine, entre ses seins, jusqu'à ce que l'enfant en ait assez de cette position. Et cela suppose aussi un allaitement maternel exclusif. Cette méthode kangourou immédiate, ou IKMC, définit une pratique qu'on met en place dès la naissance. Entre 2018 et 2020, l'OMS a conduit un essai randomisé dans plusieurs pays sur cette méthode kangourou immédiate que l'on a appelée l'étude IKMC. L'objectif de cette étude, c'était d'évaluer l'impact d'une méthode kangourou continue, déclenchée immédiatement après l'accouchement, par rapport à la méthode kangourou qui s'est démarrée après la stabilisation de l'enfant chez des enfants qui étaient entre 1 et 1,8 kg et qui étaient nés dans des contextes à faibles ressources. C'est un essai qui a été conduit dans 5 hôpitaux tertiaires au Ghana, en Inde, au Malawi, au Nigeria, en Tanzanie, avec 3211 nourrissons et leurs mères, assignés de manière aléatoire, 1609 dans le groupe intervention, 1602 dans le groupe témoin. Pour les bébés dans le groupe intervention, on a eu un contact peau à peau tout de suite après la naissance avec la mère ou la mère de substitution. Et pour les autres, dans le groupe témoin, il y avait des petites séances de contact peau à peau. La durée médiane quotidienne de ce contact peau à peau était de 16,9 heures dans le groupe intervention, 1,5 heures dans le groupe témoin. La mortalité néonatale a concerné 191 nourrissons dans le groupe intervention, 12%, 249 dans le groupe témoin, 15,7%. Et l'essai a montré que cette méthode IKMC permettait de réduire la mortalité néonatale. Voilà ici comment ça se présente. Le service dans lequel nous avons fait notre étude, vous voyez les enfants avec les bébés contre elles, peau à peau, juste après la naissance. Alors, pourquoi cette méthode IKMC? Eh bien, on sait qu'environ 15% des nouveau-nés sont des bébés de petits pois parce qu'ils sont prématurés ou parce qu'il y a eu un retard de croissance intra-utérine et qu'à peu près 70% de la mortalité néonatale, justement, concerne ces nouveau-nés, ces petits bébés de petits pois avec des problèmes de problèmes respiratoires, infections, hypothermie. Les études ont montré que la méthode kangourou pouvait être l'une des interventions les plus efficaces pour assurer la survie de ces bébés petits pois. Et avec cet essai IKMC, on a montré que lorsqu'on démarre la méthode kangourou plus tôt, eh bien, il y a des bénéfices. Quels sont ces bénéfices, justement? Eh bien, on sait que ça permet d'améliorer
la thermorégulation du bébé. Le bébé régule mieux sa température. Ça permet aussi d'avoir une meilleure régulation de la fréquence cardiaque de nourrisson. Ça réduit le risque d'infection. Ça permet de favoriser une situation moins stressante pour la mère et l'enfant. Ça favorise l'allaitement et la production de lait, et ça améliore le lien mère-enfant et ça favorise la survie du nouveau-né. Cela dit, nous avons été face à des défis lors de cette étude IKMC, dont certains ont été l'identification, la disponibilité et le fait d'avoir des mères de substitution lorsque la mère ne pouvait pas justement assurer cette méthode kangourou dans les 72 heures après l'accouchement. On a aussi un manque d'espace. On n'avait que 8 lits et c'est vrai que certaines mères et leurs enfants sont restés un peu plus longtemps parce qu'on n'avait pas assez de lits. Donc, on sait, c'est vrai que c'est une nouvelle pratique aussi, donc le personnel n'était pas habitué à faire cela. Du coup, ça entraînait des retards dans le démarrage de la méthode kangourou. Et puis, il y a aussi des pratiques dans l'hôpital qui peuvent être un obstacle. Cette méthode IKMC est la zéro séparation, puisque vous savez, on vise une zéro séparation. Ça nous permet de donner une opportunité inespérée de ne pas séparer la mère et l'enfant, même lorsque le bébé se remet de complications. Et dans la pratique quotidienne, cette IKMC pourrait jouer un rôle majeur pour réduire la mortalité néonatale, surtout dans les pays en voie de développement, puisque c'est quand même quelque chose d'efficace et qui n'est pas coûteux. Nous pensons que cette méthode IKMC devrait être l'un des éléments clés du package zéro séparation. Si c'est bien mis en œuvre, cette méthode IKMC, méthode kangourou immédiate, peut jouer un grand rôle pour réduire le fardeau hospitalier, en particulier dans les pays en voie de développement, en réduisant la durée des séjours à l'hôpital, en réduisant le besoin d'antibiothérapie et de remplissage vasculaire, le risque de dépression postpartum et d'anxiété chez la mère. Quels sont les enseignements que nous avons retirés dans le cadre de cette étude? Eh bien, lorsque les hôpitaux ont un personnel formé et ont des soins intensifs néonataux bien équipés, la méthode kangourou, on peut la démarrer tout de suite après l'accouchement. Il faut éduquer les mères, évidemment, les rassurer, c'est tout à fait crucial. Ça permet de soulager la charge pour le personnel hospitalier. Alors, que faire maintenant? Les hôpitaux tertiaires avec des taux élevés de prématurité doivent avoir accès à des unités IKMC. Il faut former les infirmières sur cette pratique pour que ça puisse être mis en œuvre chez les bébés qui sont stables à la naissance. Et puis, il faut aussi une campagne pour sensibiliser à propos de cette pratique, puisqu'il y a beaucoup de soignants qui ne la connaissent pas. Merci beaucoup de votre attention. J'ai donné naissance à des jumeaux en 2018. Ils étaient prématurés avec pesaient 1,25 kg. Et donc, le problème, c'était qu'il y avait un des enfants qui ne respirait pas bien. On lui a donné de l'oxygène, ça l'a aidé. Je les ai gardés sur ma poitrine et on m'a expliqué ce que je pouvais faire pour prendre soin de mes bébés, parce que quand on les a sur la poitrine, ça permet de bien de maintenir leur température. Et moi, je suis très reconnaissante de ce qu'on m'a permis de faire. C'était très intéressant.
on était contents. Et il y a des défis, bien sûr, mais quand on apprend à s'occuper des bébés, par exemple, on nous dit c'est pas la bonne position. Bon, il y a des petits problèmes, mais bon, moi je dirais aux mères, eh ben, ne soyez pas désespérés. Même si votre enfant est prématuré, il y a des choses qu'on peut faire et euh, pour lutter contre ce problème. Et avec l'IKMC, c'est vraiment quelque chose qui permet de mieux s'occuper du bébé. Maintenant, vous voyez, mes enfants se portent bien. Je m'appelle Wenge Boniface, je suis dans l'unité IKMC. Ça fait 2 ans maintenant. Je suis infirmière et sage-femme. Et donc, mes responsabilités dans l'unité IKMC, dans le service IKMC, c'est d'assurer que la mère et l'enfant sont bien pris en charge, que ce qu'on fait, c'est adapté, approprié. Aussi, s'assurer que tout ce qui est lié à l'IKMC, c'est bien fait. On s'assure tout de suite qu'il y a un contact peau à peau. Et quand on s'assure que elle peut garder cela pendant plusieurs heures, garder le bébé sur elle pendant plusieurs heures. Et puis que l'allaitement est aussi favorisé, mis en place. Moi, en travaillant dans ce service, au début, avec l'IKMC, on ne savait pas, mais bon, on nous a appris. Et moi, je vois que ce qu'on fait, la qualité de mon travail a augmenté grâce à l'IKMC. Et maintenant, le fait de pouvoir laisser la mère avec l'enfant, avec ce contact peau à peau, c'est quelque chose qui est très positif. Il y a eu des défis, par exemple, lorsque la femme accouche par césarienne ou quand la maman est très, très malade et il faut trouver une maman de substitution pour faire ce contact peau à peau. Et le plus grand, c'est ça le plus grand problème. Et bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça permet de bien prendre en charge, même si certaines mères avaient un petit peu peur. Il a fallu les former et ça permet d'améliorer leur relation avec l'enfant en les formant sur la méthode KMC. Et des mères qui m'ont dit qu'elles appréciaient beaucoup cela et elles ont félicité les soignants parce que les enfants ont bien récupéré. Et bon, ces défis, nous les avons résolus. Et moi, je suggère que aussi les grands hôpitaux commencent à fournir cette méthode IKMC pour sauver la vie des bébés. Merci à toutes d'avoir partagé votre expérience et votre témoignage. C'est intéressant de voir qu'il y a eu cette réduction dans le groupe d'intervention et évidemment, on comprend bien pourquoi ça a influencé l'OMS dans ses recommandations. Les résultats de cette étude indiquent qu'on a vraiment besoin de changer les choses dans la prise en charge des mères-enfants.
pour assurer l'IKMC, il faut évidemment il y ait zéro séparation. Alors, pour ceux d'entre vous qui veulent en savoir plus sur cette étude et la nouvelle recommandation de l'OMS, vous pourrez les trouver dans la bibliothèque. Et je voudrais maintenant passer la parole à Dr Moreno-Sanz, qui travaille en Espagne, qui va partager justement sa mise en œuvre de cette approche intégrée de la famille. Bonjour, je m'appelle Barbara Moreno-San. Je travaille à l'hôpital de La Paciente Madrid en Espagne. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon expérience avec le modèle soins intégrant la famille qui s'appelle FICARE et les résultats que nous avons obtenus jusqu'à maintenant. Nous avons publié cet article où nous parlons de notre expérience lorsque nous avons formé le groupe de travail jusqu'au début de l'étude pilote. Et je vais vous présenter de quelle façon nous avons procédé. Le fardeau des issues à court et long terme pour les nouveau-nés qui restent longtemps en soins intensifs est lié au stress parental et aux dysfonctions familiales. Les nouveaux modèles de soins de santé qui se concentrent sur la famille, ce qu'on appelle les politiques axées sur la famille, ont été proposés pour surmonter ces problèmes. Les soins intégrant la famille intègrent les parents dans le soin direct prodigué à leur enfant. Ils font partie donc de l'équipe et cela leur permet d'avoir un impact positif sur l'issue. Cela donne plus de pouvoir aux parents, ça les autonomise, cela baisse l'anxiété, diminue la dépression et également le stress post-traumatique. À ce jour, les rapports sur la mise en œuvre de ce modèle FICARE sont assez limités à simplement quelques types d'instituts. Il faut adapter les 4 piliers du modèle FICARE tel qu'il a été décrit à l'hôpital de Toronto pour qu'il soit plus adaptable au niveau des unités de soins intensifs néonataux 3C. Il faut que cela puisse intégrer toutes sortes d'enfants. Donc, cette présentation va se concentrer sur les stratégies de mise en œuvre efficaces dans notre environnement clinique. Il y a 2 limites potentielles à la mise en œuvre de ce modèle. L'absence de rôle au sein de la famille et la pandémie COVID-19. Alors, voilà le calendrier. Tout d'abord, processus de co-création afin de définir le protocole de mise en œuvre et de développer le programme de formation. Deuxième étape, dissémination au sein des unités de soins intensifs néonataux et donc du personnel. Troisième étape, nous avons planifié l'étape pilote afin d'évaluer la faisabilité et pour pouvoir affiner les procédures avant de le mettre en place pour l'ensemble des admissions à la fin des différents travaux nécessaires. Donc, mars 2017 à avril 2018, processus de co-création. Cela a été réalisé par l'équipe de mise en œuvre FICARE. Donc, NARS nécessita des infirmières, des médecins, des psychologues, des travailleurs sociaux, des représentants d'associations de patients et de parents. Nous avons analysé les différentes procédures pour les soins critiques afin d'identifier les besoins. Le résultat a été différents critères d'inclusion et d'exclusion pour pouvoir bien définir le pilote FICARE. Et cela couvre l'ensemble des DIAD
et là où il n'y a pas non plus de problèmes linguistiques ou d'obstacles intellectuels. Et les familles ont exprimé le besoin d'être inclus et elles ont signé le formulaire de consentement. Un point critique a été la participation à la session. Il fallait que les parents soient prêts à passer au moins 6 heures chaque jour au sein des unités de soins intensifs néonataux. Donc, un manuel qui couvre le programme pour les parents et pour les professionnels. Donc, ça a été défini comme étant le contenu de formation minimum à être fourni. Il y a également la participation aux soins prodigués aux enfants, répertoriés en différentes catégories, niveau de base ou avancé. Alors, cela inclut par exemple le dépistage des nourrissons qui auraient besoin de soins plus spécialisés. Nous avons mis en place un système d'éducation afin de définir les différents groupes de formation au moyen de mentors. Donc, des rencontres en face à face jusqu'à 2 mois pour s'adresser à la plus grande partie du personnel afin qu'ils deviennent des facilitateurs du FICARE. De juillet 2018 à décembre 2020, 76 parents et 91 nourrissons ont été inclus dans le programme FICARE. Le diagnostic le plus fréquent de ces nourrissons était la naissance prématurée. 75% des cas étaient donc des prématurés. Ensuite, la cardiopathie congénitale, 13%, et différents syndromes génétiques ou des problèmes congénitaux chez moins de 5% des nourrissons. Il y a également des problèmes de hernie diaphragmatique congénitale et aussi l'atrésie œsophagale. Donc, l'âge moyen au recrutement était 1 semaine. Maintenant, pour ce qui est de l'impact de la pandémie de COVID-19, on n'a noté aucune différence entre les différentes dyades. Dans la période pré-pandémie, les pères et les mères passaient une médiane de 7 à 10 heures respectivement avec leurs enfants et post-pandémie, 5 à 6 heures. Les mères passaient plus de temps aux soins intensifs que les pères, peu importe la période d'observation. Le processus de formation des familles a consisté en des ateliers, des tâches individualisées et les formations ont été ajustées, adaptées en fonction de l'état de l'enfant et des possibilités des parents. Donc, les certifications ont été obtenues dans le temps imparti ou parfois même un peu plus tôt. Néanmoins, 6 tâches sur les 20 ont pris plus de temps que prévu pour obtenir l'accréditation. Alors, les feedbacks concernant les progrès individuels signalés soit par les parents, soit par les professionnels impliqués dans la formation ont été utilisés pour affiner les plans de travail. Donc, les obstacles les plus souvent identifiés étaient que le personnel infirmier était réticent à l'idée, ils avaient peur pour des questions de sécurité ou de connaissance des parents. Il y avait aussi la transition de l'unité de soins intensifs vers les soins intermédiaires, ce qui a limité ou interrompu la formation des parents. Donc, un modèle standardisé a été élaboré. On a également réalisé une formation continue du personnel et
on a visé à évaluer les progrès réalisés afin de permettre une bonne mise en œuvre de ce programme. Un questionnaire de satisfaction sur le programme FICARE pour les familles a été mis en place. Des ateliers, documents de formation, ce sont des éléments indispensables à une bonne formation. On a constaté que les parents seraient prêts à refaire le programme et leur réponse était oui, 1000 fois oui. Ce programme a été déterminant pour apprendre à prendre soin de mon bébé, de comprendre ses besoins. Et ce programme nous a permis de nous comporter comme étant de vrais parents et pas simplement des observateurs de la vie de notre bébé. Donc, cela a permis également de faire diminuer de façon considérable le stress et l'anxiété chez les parents. En conclusion, la mise en œuvre de FICARE est faisable à tous les niveaux de soins dans les sites de soins intensifs nataux. Mais il y a deux conditions. L'absence de salles pour les familles et aussi le problème de politique trop restrictive pendant la pandémie de COVID-19. Et donc, il faudra faire preuve d'une bonne planification, de suivi pour pouvoir résoudre les différents problèmes soulevés par les familles et les familles. Ce sont des éléments indispensables à la bonne réussite du projet. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons un projet qui s'appelle Rise in Family, développé par la Commission européenne dans le cadre d'Horizon 2020. L'objectif est de mettre à l'échelle, sur la base du modèle FICARE, en ayant une diversité socio-culturelle plus grande en différents pays tels que le Royaume-Uni, la Zambie, les Pays-Bas, l'Espagne, entre autres. L'objectif est de mettre en place ce modèle dans les hôpitaux du consortium en prenant en compte les différences socio-culturelles de chaque pays. Le projet se déroule depuis 1 an et nous avons créé tous les documents nécessaires pour former les professionnels de santé et les familles. Nous allons continuer à travailler dur dans les mois qui viennent afin de nous assurer que ces pays puissent également bénéficier du modèle FICARE. Avec ce projet, j'aimerais vraiment montrer qu'il est possible dans chaque hôpital de mettre en place ce genre de choses. Tout ce qu'il faut, c'est que les gens soient intéressés et aient envie de changer la façon dont on prend soin des nourrissons et de leur famille. Merci, Barbara. Effectivement, bonne source d'inspiration de voir qu'on peut mettre cette approche en place malgré des limites structurelles ou autres. Les politiques restées en matière de visite, effectivement, peuvent poser problème. C'est un défi. Votre approche par étapes semble avoir été très utile. On pourrait l'appliquer dans toutes sortes d'environnements. Et merci de nous avoir fait part de votre expérience. Maintenant, j'ai le privilège de vous présenter Tasmin Bota, une mère et directrice exécutive de Primicotect, Afrique du Sud. C'est un honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Vous allez nous parler de votre point de vue en tant que mère et de l'impact de cette politique zéro séparation. Bienvenue, Tasmin, vous avez la parole. Bonjour à tous et vraiment merci de cette invitation. Je suis très honorée d'être là avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Tasmin Bota, je viens d'Afrique du Sud et je suis mère de 3 enfants et je suis également la fondatrice de Primiconnect. C'est une organisation qui assure le soutien et l'éducation et la sensibilisation pour les familles affectées par la prématurité. Moi, j'ai eu mon enfant qui est né à 28 semaines, qui pesait 1,08 kg en raison d'une déchirure du placenta. Et moi, je n'étais pas prête. C'était vraiment de la chair sur des os, ce pauvre petit bébé. Et j'étais tellement effrayée. Et je ne voulais pas m'attacher à l'enfant. J'essayais de me préparer à le perdre, cela dit. Après des montagnes russes
une quarantaine de jours en hôpital, j'ai enfin pu partir avec mon bébé et je me suis aperçue qu'une fois que j'avais quitté le filet de sécurité de l'hôpital, j'avais quand même besoin de soutien. J'ai essayé de trouver des groupes d'entraide en Afrique du Sud, mais j'en ai trouvé aucun. Et c'est comme ça que Primi Connect est né. Lorsque la pandémie de Covid a frappé et que tous les pays se sont confinés, tout le monde a été affecté par cette impossibilité de voir sa famille hospitalisée. Évidemment, encore plus pour les petits nouveau-nés prématurés. Nous faisons partie de GLANCE, cette Global Alliance pour les nouveau-nés, des nouveau-nés prématurés ou alors de trop petits poids ou alors qui sont très malades. Et on a mis en place cette zéro séparation et on a aussi fait une recherche montrant combien c'était délétère de séparer les enfants de leurs parents. Et certains de ces résultats, certains de ces effets ne se voient qu'à long terme. Voilà ici certains verbatims. Et c'est étonnant de voir combien d'enfants sont séparés. 21% de ces parents que nous avons interrogés, c'est-à-dire un parent sur 5, n'ont pas pu visiter leurs enfants dans les soins intensifs. 70%, 70% des mères avaient accès, mais seulement 54% des pères. Les politiques diffèrent évidemment d'un établissement à l'autre, mais une majorité ne permet pas du tout l'accès aux soins intensifs néonates, ou alors avec seulement 15 minutes. Les mères, évidemment, ont du mal à allaiter dans ces conditions-là. Moi, mon enfant est né avant la pandémie, mais je me souviens bien combien c'était épouvantable de le laisser. Et pourtant, je passais plusieurs heures par jour avec lui. Donc, j'imagine bien la détresse des parents qui ont été coupés de leur enfant. Et parfois, les parents ne voient leurs enfants que pour la première fois qu'au moment où ils sortent de l'hôpital, ou alors, malheureusement, sont décédés. Déjà, la prématurité, c'est une expérience traumatisante pour les parents. Mais en plus, ne pas pouvoir parler, toucher, voir l'enfant pendant les premières semaines de sa vie, ou même parfois ne pas le voir du tout, ne le voir jamais, que lorsqu'il est décédé, c'est absolument épouvantable. Il y a tellement de règles, tellement de règlements, de restrictions, de contraintes. Et puis, il y a aussi tout le fardeau émotionnel, physique, financier que l'on supporte en tant que parent. Personne ne peut être prêt à voir son enfant si petit, si prématuré, mais avoir accès à l'enfant, ça change les choses, ça m'a aidé moi, ça l'a aidé lui à survivre. Ça nous a permis de nous projeter en tant que parents, mais nous avons aussi été intégrés dans l'équipe médicale. Ils ont compris que avoir ce lien, ça permettrait aussi à notre enfant de mieux se battre. On a eu le droit de changer ses couches, par exemple, et puis de mettre en place l'allaitement. Les recherches de FICARE, de Family Integrated Care, ça montre qu'on a une réduction du stress pour les parents, ça limite le nombre d'infections, ça améliore le taux d'allaitement maternel et ça permet à l'enfant de prospérer. Ce que nous avons vécu, nous aussi, avec la zéro séparation. Les parents peuvent mettre en place la méthode kangourou, dont les recherches ont montré maintenant qu'elle doit être mise en œuvre tout de suite après la naissance. Et si la mère n'est pas en état de l'assurer, le père ou un autre membre de la famille peut offrir ce contact peau à peau. Et quand je l'ai fait, moi, mon allaitement a augmenté tout de suite la production de lait. Et avec le temps,
j'ai pu gagner en assurance et j'ai pu proposer ce contact peau à peau à mon enfant à chaque fois que je m'en sentais capable. Et on a été admis dans le service méthode kangourou, KMC, où pourtant je n'ai passé que 40 heures avec mon enfant. Cela a tout changé. La séparation, on le sait, elle peut avoir des effets délétères à long terme, avoir des effets aussi sur la santé mentale des parents. Devenir parent, c'est déjà assez difficile, mais c'est encore plus difficile lorsque la naissance a été traumatique, lorsque l'enfant naît trop tôt, trop petit, trop malade aussi. Et en gardant la mère et l'enfant ensemble, on peut déjà éviter tellement de complications. La mise en place de la zéro séparation permet de garder les parents et les enfants ensemble, d'assurer à l'enfant un meilleur départ dans la vie et une meilleure qualité de vie. Merci, Tasmine. Là, je suis, voilà, j'ai la chair de poule. C'est très émouvant de vous écouter parler de votre expérience, votre histoire, qui montre bien que les parents ne peuvent pas être de simples visiteurs à l'hôpital, mais qu'ils sont des acteurs à part entière de la santé de leur enfant. Et comme vous le disiez, essayons de leur donner à ces enfants un meilleur départ dans la vie. Nous allons avoir maintenant une session table ronde avec Kirili de Polnay de l'OMS qui va la modérer. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité pour animer cette table ronde. Alors vraiment, j'en ai la chair de poule. Les discussions sont incroyablement importantes et je suis ravie qu'on en parle au sein des MSF. On repousse ainsi les limites. Alors, nous allons réinviter les différents conférenciers à venir participer à la table ronde. Il y aura également d'autres conférenciers. Nous avons Olivier qui nous rejoint de Bruxelles, donc Olivia Campalini, qui est chez MSF depuis 2006 sur le terrain en tant que docteur, coordinatrice médicale. Et depuis 2019, elle est au siège et travaille aux opérations pour couvrir l'Afrique de l'Est et Haïti. Nous aurons également Honorine, qui est infirmière formée au Rwanda. Elle travaille chez MSF également depuis un grand nombre d'années et elle a joué un rôle primordial dans la mise en place du soin kangourou. Bienvenue à vous tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, pour démarrer, je vais vous poser quelques questions, des questions à nos deux participants à la table ronde pour que les autres se reposent un peu. Donc, Honorine, je commence par vous. Vous avez travaillé dans un grand nombre de pays avec MSF, un grand nombre de projets. Donc, de votre point de vue, comment est-ce que, enfin, où est-ce qu'on en est en fait? Où est-ce qu'on en est en matière de soins axés sur la famille au sein de MSF? Merci beaucoup. Alors, comme vous l'avez dit, je m'appelle Honorine. Je suis leader chez MSF. Je travaille à MSF depuis pas mal d'années. J'ai commencé à Haïti en tant qu'infirmière pédiatrique. Donc, je travaillais dans une unité soins kangourous. Ensuite, je suis allée en République centrafricaine pour mettre en œuvre les soins kangourous. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui à MSF? Et j'aimerais remercier MSF parce qu'ils m'ont donné la possibilité de mettre en œuvre les soins kangourous en République centrafricaine. Et c'était assez nouveau. Lorsque j'ai démarré le projet, eh bien, c'était nouveau. Je parlais des soins kangourous. Eh bien, certains membres du personnel m'appelaient même maman kangourou, n'est-ce pas? Parce que c'était nouveau. Donc, lorsque nous avons démarré, avant, eh bien, ils mélangeaient les bébés avec les autres enfants. Alors, nous avons commencé à séparer les bébés des autres enfants et ensuite, nous avons négocié avec le directeur médical parce que c'était un hôpital du ministère de la Santé et ils nous ont donné une salle. Mais l'idée venait de MSF. Et où en sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, nous avons des salles dédiées aux soins kangourous, 10 lits, et nous avons également présents au niveau communautaire dans les centres de santé. Nous formons les mères
pendant les consultations anténatales, par exemple. Parce que NK, eh bien, nous suivons vraiment les mères pendant tout le cycle maternel. Donc, il faut que les mères demandent à ce que leurs enfants soient mis sur la liste soins kangourous assez tôt. Donc, nous sommes présents dans les centres communautaires, également les hôpitaux. Donc, voilà où nous en sommes. Donc, le soin kangourou, ce n'est plus quelque chose qui concerne uniquement le personnel médical. Les équipes de promotion de soins de santé aussi s'y intéressent. Nous travaillons avec les équipes de soins mentaux et de santé mentale parce que vous savez que ça peut prendre du temps de mettre en place les soins kangourous et certaines mères peuvent être légèrement déprimées. Donc, nous avons du personnel de santé mentale qui viennent tous les jours à l'unité de soins kangourous pour parler avec les mères. Il y a une autre équipe qui est l'équipe IPC. Alors, où est-ce qu'on en est? On travaille avec les mères, on parle de sensibilisation, on leur parle d'hygiène personnelle. Également, nous impliquons d'autres membres de la famille. Lorsque la mère est gravement malade, eh bien, le père peut lui aussi prodiguer les soins kangourous ou un autre membre de la famille peut le faire. Donc, c'est plus uniquement quelque chose qui concerne la mère. Voilà, on continue à l'appeler kangourou, mais parfois, c'est le soin kangourou pratiqué par le père. Donc, voilà où nous en sommes. Merci beaucoup, Honorine. Et vraiment, vous parlez de la santé mentale, IPC, et nous savons que tout le monde doit être impliqué, quel que soit le projet pédiatrique ou projet de nutrition. C'est vraiment un élément primordial, je crois. Ensuite, Livia, comment envisagez-vous les soins kangourous? De quelle façon est-ce qu'ils s'intègrent dans les valeurs de MSF, selon vous? Merci. Alors, bien entendu, cette politique zéro paration, enfin cet effort zéro paration, est tout à fait en phase avec nos valeurs. À MSF, nous voulons être une organisation médicale et notre objectif est de voir le patient sous tous les angles, de comprendre d'où il vient. Cela implique également que les patients, ce n'est pas uniquement un enfant, un bébé isolé, c'est un enfant qui est au sein d'une famille. Et j'aime beaucoup cette stratégie de zéro séparation parce qu'il faut que nous soyons des pionniers à MSF. Nous sommes une organisation médicale qui cherche à trouver des solutions nouvelles. Et cet effort, cette politique zéro séparation avec les soins kangourous immédiats, eh bien, je pense que c'est une très bonne chose parce que c'est abordable. Donc, ça ne s'adresse pas uniquement à certains États, certaines régions. Non, ça peut être mis en place partout. On demande aux mères de rester plus longtemps avec le bébé et c'est différent d'autres types de solutions biomédicales. Par exemple, une mère ou un père ou un autre membre de la famille, eh bien, c'est une solution bien plus abordable dans les environnements dans lesquels nous travaillons. Donc, à mon sens, c'est important parce que cela permet de raccourcir finalement le lien entre le type de médecine que nous pratiquons dans un pays et celui que nous pratiquons dans d'autres pays. Et ça, nous pouvons le proposer un peu partout. Moi, je n'ai pas peur de proposer cela au milieu de nulle part, mais aussi dans un endroit où il y aurait un grand nombre de médecins ou d'infirmiers disponibles. Donc, je pense que il y a tellement d'éléments finalement qui s'intègrent dans notre approche et nos travaux. Merci beaucoup, Olivia, merci. Alors, vous avez parlé des principes fondateurs de MSF, la proximité, tout cela effectivement va dans ce sens, et aussi l'aspect de l'égalité, de l'équité. Nous essayons de fournir
des solutions pour les nourrissons dans tous les milieux, tous les pays. Alors, Barbara, vous en avez beaucoup parlé dans votre présentation, mais est-ce que vous pouvez peut-être répéter cela? Nous avons vu que cette approche axée sur la famille, ça sera un changement d'état d'esprit pour un certain nombre de personnels dans le secteur de la santé, parce que souvent, on a tendance à croire que c'est le médecin qui sait ce qui est bon pour l'enfant et pour la famille. Alors, quels seraient peut-être les points de résistance que vous aurez constatés auprès du personnel de santé? Comment surmonter ces résistances? Merci pour votre question. Alors, en vérité, c'est très difficile de changer la façon dont on travaille avec ces patients lorsque l'on exerce sa profession depuis un grand nombre d'années. Le son de l'intervenante est très mauvais malheureusement, impossible d'interpréter. Barbara, on ne vous entend plus. En fait, le son coupe énormément. On ne vous entend plus. Peut-être que vous pourriez éteindre votre caméra afin qu'on vous entende mieux, moi, qu'on vous ait complètement perdu. Oui, ça coupe, le son coupe. Mais on reviendra peut-être vers vous tout à l'heure. Voilà, attendez, on essaie encore une deuxième fois. Ah, on vous entend. Vous m'entendez? Oui, allez-y, recommencez. Non, malheureusement, le son de l'intervenante est totalement inaudible. Barbara, je suis désolée, on ne vous entend pas du tout. Écoutez, gardez vos propos en réserve. On veut entendre ce que vous avez à nous dire. On va voir si on peut vous aider sur le plan technique, mais voilà, restez là. Alors ensuite, je vais donner la parole à Naomi. Donc, vous avez vu la participation des personnels de santé. Alors, j'aimerais savoir quelles sont les compétences qui sont nécessaires selon vous. Donc, les professionnels de santé, quelles sont les compétences dont ils ont besoin pour fournir ces soins axés sur la famille? Alors, les compétences qui pourraient être nécessaires, eh bien, tout d'abord, il faut former ces personnels de santé, y compris le personnel infirmier, les médecins et tout le monde, en fait. Toutes les personnes qui vont être impliquées dans le soin prodigué aux patients. Toutes ces personnes doivent être formées. Il faut également la participation de la mère ou de la personne qui va l'aider, que ce soit le père ou que ce soit un autre membre de la famille, un proche qui sera là également. Donc, ces personnes doivent être formées, doivent être éduquées, sensibilisées à l'importance de ces soins axés sur la famille. Donc oui, c'était difficile au début parce que c'est quelque chose de nouveau. Et il faut éduquer les gens, il faut leur expliquer l'importance de ces soins kangourous immédiats, du fait qu'il faut impliquer la mère dès le départ, du fait qu'il est important d'avoir zéro séparation. Et les gens, petit à petit, ont compris finalement en quoi cela consiste, hein. Et petit à petit, les choses sont devenues plus simples, hein. Les femmes, les mères pouvaient parler aux infirmières, poser des questions, aider à prendre soin des bébés et même certaines personnes qui venaient juste pour aider, eh bien, au début, c'était un peu difficile, mais finalement, après explication, tout s'est bien déroulé. Merci, Naomi. Alors, pour reprendre ce que disait Sophie, c'est vraiment bien d'avoir une représentante des parents ici. Et vous avez dit beaucoup de choses, hein. Et rien que d'écouter cette mère dans la vidéo qui disait, moi, je vais être là à chaque progrès de mon bébé. Et c'est vraiment important. Vous avez parlé du fait que voilà, les bébés sont tout petits. Et moi, j'ai eu la même expérience avec mon bébé et je ressens tout ça. Alors, peut-être que vous pouvez le redire. On va l'écouter la présentation, mais redites-le encore. Quels sont les éléments importants dans cette relation entre les personnels de santé et les parents pour que on ait zéro séparation et une santé axée sur la famille? Alors, je crois qu'une fois qu'on a établi que
les parents sont au centre de la santé et des soins prodigués aux bébés qui ne sont pas juste des visiteurs, eh bien, tout de suite, ça ouvre les voies de communication. Moi, c'est ce que j'ai constaté dans notre expérience. Ils ont vu que nous étions intéressés, ils ont vu que nous voulions apprendre. Et ça leur a simplifié la tâche, en fait, pour qu'ils puissent nous intégrer dans les soins prodigués aux bébés. Nous faisions partie de l'équipe. Je me rappelle qu'une fois, bon, ça arrive dans nos pays, n'est-ce pas? Il y avait une grève immense. Et je dis, bon, bah, s'il n'y a pas d'infirmières qui viennent au travail, ben moi, je peux travailler, je peux participer. Grâce à la formation que j'avais reçue, l'éducation, le fait qu'elle me parlait comme étant une membre de l'équipe. Quand je ne comprenais pas, elle utilisait des mots simples pour que je comprenne. Donc, tout ce qu'il faut, c'est surmonter cet obstacle, s'il vous plaît, cette séparation entre les médecins d'un côté et les parents de l'autre, parce qu'on fait tous partie de la même équipe. On veut tous que les bébés survivent. On veut tous que les enfants rentrent chez eux en bonne santé. C'est ça l'objectif. Donc, une fois qu'on comprend qu'on n'est pas en concurrence les uns avec les autres, que l'un est plus important que l'autre, eh bien, je pense que là, les choses sont plutôt positives pour l'avenir. Très bien. Donc, ce que vous dites, il y a cet élément de confiance et être considéré comme étant un égal, en fait, sur un pied d'égalité. Et également, l'importance d'expliquer les choses en des termes simples, hein, pas uniquement des termes complètement médicaux et les parents qui hésitent peut-être à dire qu'ils ne comprennent pas ces termes trop compliqués. Ça, c'est important. Alors, Barbara, je ne sais pas si vous pouvez faire un petit test son pour qu'on voit si on vous entend bien maintenant. Alors, on essaye. Écoutez, elle est là, elle est prête, elle est à l'hôpital, elle a sa blouse. Alors, Barbara, j'ai 2 questions pour vous. Vous êtes partie, du coup, j'ai 2 questions pour vous. Donc, ma question portait sur les points de résistance. Vous avez dit c'est difficile de changer les façons de faire. Peut-être que vous pouvez en parler un petit peu. Je disais que c'est très difficile de changer sa façon de travailler parce qu'on peut l'exercer depuis un grand nombre d'années, par exemple, et dans mon unité, par exemple, le principal problème était que certaines infirmières ne voulaient pas laisser les parents réaliser certaines des tâches qui sont normalement réalisées. Par exemple, l'infirmière voulait que les bébés soient examinés par elle et ne comprenait pas le rôle des familles dans le cadre de ce modèle intégré. Et il a fallu réaliser une formation initiale et ensuite une formation annuelle pour bien insister sur l'importance de la participation des parents dans les soins prodigués à leurs enfants. Et de quelle façon nous pouvions guider la famille et former. Il est important d'expliquer que nous sommes là pour faciliter le rôle joué par les familles et notre travail continue à rester très important, mais c'est juste qu'il y a des choses qui changent un peu, c'est tout. Très bien, merci, merci beaucoup. Alors, je vous garde là, vu que vous êtes à l'écran. Donc, encore une question pour vous. Vous avez parlé donc des mentors, n'est-ce pas? On a parlé de la formation, mais quelle est la meilleure façon de procéder? Alors, il y a la formation didactique avec des PowerPoint, mais de quelle façon les mentors sont entrés en jeu? Donc, cette approche au chevet, comment est-ce qu'on l'intègre dans la démarche? Bien, ça dépend un petit peu de l'unité et des gens concernés. Mais de manière générale, hein, je pense que c'est bien d'avoir une formation théorique au début. Ça peut être en e-learning ou un truc, quelque chose de similaire. Et ensuite, on peut avoir différentes sessions en face à face pour pouvoir discuter de différents aspects. Concernant la formation, il est important de pouvoir avoir une bonne communication entre les bonnes personnes. C'est au cœur même de cette approche de soins intégrés. Dans mon unité, par exemple, chaque année, nous fournissons un rafraîchissement de la formation. Donc, et également, il y a un e-learning. Ensuite, discussion en tête-à-tête, en face à face, pour pouvoir aborder les différents points. Mais écoutez, très bien. Donc, le e-learning, ensuite, rencontre en présentiel, ou en tout cas, discussion face à face, etc. Alors, Livia, maintenant, vous mettez la casquette opérationnelle. Alors, quels sont les obstacles, selon vous?
Est-ce qu'on pourrait faire ceci, là ou là-bas? Alors, quels sont les obstacles? Et je ne veux pas vous laisser partir comme ça non plus. Peut-être que vous pourrez nous présenter quelques solutions pour surmonter ces obstacles. Ah, Livia, vous êtes figée. Mais bon, avec un beau sourire, donc finalement, ça pourrait être pire. Ah, vous avez perdu quelques instants, donc répétez, s'il vous plaît. Pardon, donc ce que je disais tout d'abord, c'est la connaissance. Donc on parle de toutes sortes d'hôpitaux dans le monde entier. Nous sommes une organisation médicale et nous devons nous assurer que l'ensemble du personnel médical ait été formé et sensibilisé. Moi, je suis un peu moins optimiste que Lorena. Je ne suis pas certaine que autant de personnes soient prêtes à franchir le pas pour ce qui est de la zéro séparation. En tout cas, de ce que je vois, en tout cas au moins dans notre mission, c'est quelque chose qu'il faut améliorer, je pense. Et rien que le fait d'être membre de ce panel, c'est un bon point de départ. Ça peut inciter les autres à démarrer des formations. Et il y a aussi le nombre de participants dans la section. Alors, je ne sais pas, mais ça pourrait être une réponse à votre question, de savoir combien de coordinateurs médicaux, par exemple, on a aujourd'hui aux journées pédiatriques. Ça pourrait être une des solutions pour MSF, par exemple. Donc, comme on le disait, la formation, le coaching, le mentorat, eh bien, ce sont des choses qu'il faut continuer à faire au sein de MSF, hein. Et le problème, à mon sens, hein, c'est que souvent nous travaillons en silo, n'est-ce pas? Chacun de notre côté. Donc il y a le département médical, par exemple, et ben, si on parle de zéro séparation, il faut impliquer tout le monde, hein, n'est-ce pas? Alors, alors en pratique, voilà, bon, on en parle beaucoup, mais en pratique, quand on construit un hôpital, il faut s'assurer que les choses soient mises en place, en vrai, n'est-ce pas? Que ce soit pas uniquement, des éléments sur, une page, une feuille de papier. Voilà, il faut pas qu'on ait un lit sans personne qui puisse s'asseoir à côté ou être avec la mère ou le bébé. Enfin voilà. Donc, je pense qu'il faut vraiment, commencer, au tout début, n'est-ce pas? Et il faut travailler en équipe. Et à MSF, nous sommes une équipe et si on n'est pas une équipe, eh bien, on ne va nulle part, hein. Et il y a aussi cette culture de l'apprentissage, hein. Il faut vouloir apprendre. On ne peut pas croire que, ce qu'on a appris quand on a démarré chez MSIF, continue à être la vérité d'aujourd'hui. Il faut continuer à apprendre, à évoluer et il y a d'autres étapes également, selon moi et Et tout doit démarrer au niveau du siège et ensuite, voilà, ça doit aller dans le sens, soit vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche pour voir quels sont les défis, les difficultés. Parce que je crois que la définition de la famille et l'approche famille n'est pas la même partout dans le monde. Donc, il faut s'adapter au contexte de chaque pays. Et pour ce faire, il faut écouter l'équipe sur le terrain et trouver nos solutions parce que les solutions ne seront pas les mêmes partout, n'est-ce pas? Mais voilà, il faut être prêt à relever le défi. Merci, merci beaucoup, Olivia. Je crois que c'est très important, n'est-ce pas? Il faut qu'on soit tous tout à fait au courant des nouvelles choses. Moi, je me rappelle ma première mission, je me rappelle des choses que je fais différemment maintenant. La prochaine question, pourtant pour vous, Naomi. Voilà, on a parlé un petit peu du changement de tâche. Alors, ça peut aller dans les deux sens, n'est-ce pas? On ne veut pas que... Alors, quelle est votre expérience dans votre hôpital?
pour ce qui est de ce changement de tâche ou du passage de tâche, ou plutôt peut-être la répartition, le partage des tâches qui pourrait faciliter la mise en place de la zéro séparation. Très bien. Donc, au début, il a fallu former les gens avant de démarrer le projet. Il a fallu former les infirmières pour leur expliquer quelle était l'importance de la zéro séparation. Et au début, comme nous n'avions pas de CPAP, on les a eu un peu plus tard, mais il a également fallu leur expliquer comment utiliser l'équipement, comment utiliser les différentes pièces, dans les différentes salles, les salles d'accouchement, les salles d'opération. Par exemple, il a également fallu former les médecins et leur expliquer en quoi consistait l'étude, leur expliquer l'importance de la zéro séparation. Et également, l'importance de prodiguer des soins ou des traitements aux bébés pendant qu'ils étaient en peau à peau avec leur mère. Donc au début, c'était un peu compliqué quand même, hein. Les gens avaient un peu peur, mais petit à petit, ils ont commencé à comprendre et se sont dit: «Ah oui, d'accord, peut-être que ça peut être fait effectivement, le bébé peut rester avec sa mère, ou le remplaçant et tout de même recevoir, le soin qui était prévu à l'origine». De la même façon, si le bébé est très malade et a besoin que le père, s'en occupe, eh bien, dans ce cas, on peut peut-être, voir une séparation pendant quelques instants, mais ensuite il retournera avec sa mère. Donc voilà, ça s'est fait petit à petit. Très bien, merci beaucoup Naomi. J'aimerais parler un petit peu du continuum de soins. Honorine, vous en avez parlé un petit peu, mais peut-être pourriez-vous nous dire quelques mots au sujet de votre expérience pour essayer de mettre en place la zéro séparation ou les soins kangourous au niveau communautaire, donc les établissements de soins de santé, les centres de santé ou ailleurs d'ailleurs. Au niveau communautaire? Non, c'était pour Honorina. Donc, à Barbara, je donnerai la parole tout à l'heure, mais d'abord, c'est Honorina. Et je reviendrai à vous ensuite, Barbara. Donc, ce que nous faisons, donc, dans les communautés, parce que vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais peut-être que vous pourriez nous dire un peu plus concrètement comment vous avez pu faire en sorte que ce soit fait au sein de la communauté et pas uniquement à l'hôpital, hein. Donc, qu'est-ce qui a rendu les choses possibles ou peut-être quels ont été les obstacles? Non, comme je le disais, j'étais en train de mettre en place la zéro séparation à l'hôpital, mais nous recevions un grand nombre de prématurés et d'autres bébés également qui venaient de centres communautaires ou de la communauté. Donc, il n'y a pas de voiture et nous avons une équipe qui va à la rencontre des gens, une équipe qui assure la promotion de la santé. Donc, nous travaillons tous en tant qu'équipe et nous avons des sages-femmes, des infirmières qui forment les gens au sein de la communauté. Alors, bien entendu, il y a toutes sortes de difficultés. Il y a un grand nombre de bébés qui meurent en route vers l'hôpital, mais au moins, par rapport à la situation de départ, eh bien, nous réussissons à sauver 70 des bébés et tous les mois, nous évaluons la situation et voyons où nous voulons arriver. D'accord, merci Honorine. Donc c'est un rappel, effectivement, du fait qu'un grand nombre de ces enfants meurent en route vers l'hôpital, mais le fait que vous essayez, c'est fantastique. Tasmine, peut-être pourriez-vous nous parler un petit peu des différences en termes de besoins entre l'hôpital et le domicile pour ce qui est de la zéro séparation. Donc, quels sont vos besoins et qu'est-ce qu'on doit faire peut-être différemment? Alors, c'est un sujet tabou, les bébés prématurés, malheureusement. Donc, l'éducation, la sensibilisation, c'est important. La connaissance, c'est le pouvoir. Si tout le monde sur le terrain comprend les risques associés à une naissance prématurée, l'hygiène, des choses simples comme ça, rendent
finalement le parcours à la maison bien plus simple. Nous, quand on est sorti de l'hôpital, on était totalement isolés, tout simplement parce qu'on avait totalement peur que notre bébé prématuré soit en contact avec des gens. Et les gens étaient obstinés et pour respecter nos limites, nos besoins. Donc rien que se laver les mains, des choses simples, ne pas venir si on est malade, c'était difficile pour nous de faire passer le message. Et j'ai l'impression que plus on éduque les gens, plus, c'est simple. Je vois un changement maintenant. Donc la pandémie du covid a été terrible, certes, mais d'une certaine façon, ça a fait changer les mentalités et donc les gens maintenant font des choses simples comme se laver les mains, les désinfecter, ne pas venir si on est malade, enfin donc je pense que ça serait bien déjà, avant la naissance, d'informer les parents et leur dire, que, voilà, si vous avez un enfant prématuré, voici différentes choses que vous pouvez faire à la maison. Parce que voilà, le taux de mortalité après la sortie de l'hôpital est tellement élevé que je pense que c'est aussi grandement dû au manque, de sensibilisation et d'éducation. Et oui, c'est vraiment intéressant ce que vous nous dites, hein. Alors, ce que vous disiez au sujet de l'éducation, donc ça va même, au-delà donc, des soins, des centres de soins, de la famille. Alors peut-être que vous pourriez nous dire un peu quel serait, le meilleur outil selon vous pour, sensibiliser les gens, leur expliquer quels sont vos besoins, leur expliquer ce qu'il faut faire et ne pas faire avec un enfant prématuré. Donc qu'est-ce qui serait vraiment le plus utile selon vous? Donc, est-ce que c'est une émission à la télévision, une appli ou autre chose? Donc, à votre avis, qu'est-ce que ce serait? Alors, je crois que, heu, rien que ça dépend un peu des endroits parce que l'accès est différent, en fait, d'un endroit à l'autre. On pourrait dire une appli, bon d'accord, mais en Afrique, l'accès aux données ou même avoir un smartphone, c'est pas si aisé que cela pour un grand nombre de personnes. Donc, moi, je me dis que, bon, bah, les gens, ils vont à la clinique et donc peut-être qu'on pourrait avoir un petit livret ou une brochure, enfin, les gens qui viennent, qui donnent des explications. Moi, j'étais impressionnée avec ma dernière, grossesse. On nous a parlé, des naissances prématurées, on nous a parlé des différents signes, parce que voilà, on sait que, il y a des hauts et des bas, donc mais voilà, il y a des indicateurs, par exemple, ma tension artérielle est trop haute ou autre, donc rien que d'expliquer aux gens, voilà, voilà, ce qui peut se passer. Une naissance prématurée, c'est réel, ça impacte tellement de gens et avec la pandémie, on a vu aussi, hein, une augmentation du nombre de naissances prématurées, donc peut-être qu'on pourrait commencer par la base et ensuite, aller, à des niveaux plus élevés. Mais commençons au niveau de la clinique en donnant de l'information aux parents, par exemple. Moi, je me rappelle ce qu'Honorine disait, ils ont des programmes de communication dans les communautés. Eh bien ça serait génial. Donc en fait, avoir l'information une fois qu'on est confronté à la situation, c'est un peu tard. Moi, j'aurais bien aimé être informée avant. Moi, ma naissance spontanée a été tout à fait inattendue, comme c'est le cas dans la plupart, des cas finalement. Et moi, ça fait 5 ans que ce voyage a commencé et je dois vous dire que tous les jours, je continue à apprendre de nouvelles choses au sujet des naissances prématurées. Donc, donnez-nous des outils, accès à l'éducation, la sensibilisation. Je sais que c'est facile pour nous, on peut aller sur le téléphone, on peut aller sur Google, on peut chercher des informations, mais ce n'est pas le cas, pour tout le monde. Tout le monde n'a pas accès à ces outils, à cette information. Et je pense qu'il faut également éduquer les générations plus âgées, parce que, elles résistent énormément, surtout, en Afrique. Nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, en fait, qui peuvent finalement, dans un grand nombre de cas, être, les personnes qui, prennent soin des enfants le plus souvent. Donc, elles ne veulent pas en entendre parler. Donc il faut également les éduquer. Leur expliquer les choses d'une façon qu'elles peuvent comprendre. On dit: «Voilà, si vous faites A, ça va faire B, donc il ne faut pas faire A», par exemple, voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment éduquer, sensibiliser, commencer à la base, voilà. Merci, merci. Un message très puissant. J'espère qu'il est entendu par tous. Alors, il y a des questions qui arrivent du public et des questions super, bravo. On va essayer d'y répondre du mieux qu'on peut. Et l'une des premières questions, c'est la prévention les contrôles des infections.
la PCI. Alors, Barbara, comment est-ce que vous avez traité cette question? Quel genre de discussion avez-vous eu, Barbara, avec les soins intégrés, la famille, la FICARE? On a moins d'affection quand les parents s'occupent de l'enfant, qui sont les principaux à s'occuper de l'enfant. Nous, on a toujours peur de l'infection, évidemment. Alors, souvent, on pense que c'est pire si la famille est intégrée au sein du service. Et en fait, ce n'est pas vrai. Il y a moins d'infections lorsque les familles sont intégrées au service. Alors, bien sûr, il faut les éduquer sur l'hygiène, leur apprendre comment s'habiller, comment enfiler les blouses. Il ne faut pas oublier que le patient, c'est l'enfant, c'est le bébé, mais c'est aussi sa famille. Et si on prend sa famille en compte, ça fait la différence. L'un des objectifs pour nous, c'est justement, c'est important avec cette Family Integrated Care, ce FICARE. Donc, on a moins d'affection lorsque les familles sont impliquées. Ça, c'est un message tout à fait crucial, me semble-t-il. Même question pour vous, Honorine. Quel genre de discussion avez-vous avec vos collègues qui s'occupent de la prévention et contrôle des infections? Est-ce que c'est des discussions difficiles? Est-ce que vous avez pu atteindre un consensus, un accord avec eux sur la zéro séparation, sur le FICARE et sur le KMC? Eh bien, nous, on travaille en équipe et il fallait absolument qu'on ait le soutien de tous, la logistique, de la PCI, etc. Donc, d'abord, on a fait de la formation de tous, de l'équipe logistique, de l'équipe médicale, des gardes. Et tout le monde n'a pas le droit de pénétrer le service KMC. Les gardes sont là pour contrôler les entrées. Et on ne laisse rentrer que ceux qui sont formés sur l'hygiène. Pareil pour l'équipe médicale. Et on a un code vestimentaire à la fois pour les mères et pour les enfants qui sont dans l'unité KMC. Et on nettoie le service 3 fois par jour. C'est ça les consignes pour le service KMC. Alors évidemment, on a démarré de zéro, donc ce n'était pas évident. Il a fallu 3 mois pour convaincre tout le monde que c'était tout à fait essentiel de ne pas garder nos chaussures pour rentrer dans le service KMC, qu'il fallait des surchaussures ou qu'il fallait enlever ses chaussures. Et on arrive quand même à avoir 80% des gens qui enlèvent leurs chaussures et continuent la formation, la sensibilisation sur le lavage des mains en disant, bon, ben voilà, c'est pas que les mères, la famille qui rend visite à l'enfant qui doit se laver les mains, mais aussi le personnel médical. Oui, l'importance d'être une équipe. Vous avez bien raison, Honorine. Une question qui a recueilli beaucoup de pouces levés. J'espère que l'équipe logistique écoute. Comment, Naomi, avez-vous impliqué la logistique dans votre hôpital pour créer un espace qui rendait possible la zéro séparation? Comment est-ce que vous avez dialogué avec les collègues de la logistique? Alors, dans notre établissement, on nous a donné une salle. On nous a affecté une salle. Une fois qu'on leur a bien expliqué l'importance de la zéro séparation et de cette étude que nous faisions, et puis qu'on avait vraiment informé tout le monde, on a donc eu cette salle avec 8 lits, 8 CPAP,
et on a pu recruter des mères, mais comme il s'agissait d'un essai randomisé, cas témoins, d'abord il a fallu recueillir les consentements et puis donner une carte. Ça dépendait évidemment de leur assignation aléatoire dans un bras ou à l'autre, et puis ensuite on les a recrutés donc de manière consécutive. On a bénéficié d'un soutien de la direction de l'hôpital qui nous a donc mis cette salle à disposition. Et cette salle a été rénovée pour qu'elle convienne à nos besoins. Et on a vu une grosse réduction de mortalité et même de l'hypothermie qui a été moins dramatique puisque ces bébés ont été transférés directement soit de la salle d'obs, soit de la salle d'accouchement avec la formation aussi de mère de substitution si la mère ne pouvait pas le faire. Et il a fallu vaincre quelques petites réticences dues à leur culture, à la culture qui est différente. On les a aussi formés sur l'importance de la PCI pour réduire le sepsis. Et on a vu dans les 72 premières heures et sur cette étude sur 28 jours qu'il y avait une amélioration. Merci. Donc, on peut peut-être vendre entre guillemets cette idée au logisticien. Livia, vous êtes directrice médicale d'un projet. Comment est-ce que vous allez procéder? Vous allez taper à la porte de la logistique. Comment est-ce que vous allez les impliquer? Comment allez-vous y arriver? Alors, je pense que ça dépend un petit peu d'où on en est dans l'historique d'un programme, d'un projet. Est-ce qu'on est au tout début ou est-ce qu'il faut vraiment changer beaucoup de choses? Ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, on va évidemment, on a des discussions, on prévoit, on planifie le parcours patient pour que ce soit plus fluide, etc. Et quand on doit faire des changements, bon, une fois qu'on a tout mis en place, de toute façon, c'est un travail d'équipe parce qu'un hôpital, ce n'est pas juste l'équipe médicale. Sinon, ça ne peut pas fonctionner forcément. Tout le monde, et il faut convaincre tout le monde. Et ce qui est clair, on a, pour moi maintenant, parce qu'on a ce genre de discussion maintenant dans mon projet, et je me rends compte que si les gens ne comprennent pas de quoi on parle, eh bien, ils ne suivent pas. Une fois que les logs comprennent ce qu'on veut faire, alors ça se fait. Et parfois, ils trouvent même des solutions meilleures que celles auxquelles on a pensé, nous, en tant qu'équipe médicale. Et j'essaye de, quand on met en place la zéro séparation, il faut convaincre que oui, cet enfant-là aussi, il faut zéro séparation pour lui, etc., etc. Avec les logs, c'est pareil. Et donc, il faut travailler ensemble. Et il faut aussi dédramatiser pour que les gens puissent poser des questions sans qu'ils aient l'impression de poser une question stupide. Voilà. Je crois que ça, c'est important pour tout le monde de pouvoir poser des questions, même si elles ne sont pas très malignes. Et c'est comme ça qu'on devient une équipe aussi. C'est en permettant à tout le monde, sans se sentir gêné, de poser des questions un peu bêtes.
Oui, je crois que c'est important pour tout le monde de la logistique, de l'approvisionnement, etc., des supplies. C'est vrai que c'est pas mal aussi parce que les gens qui ne sont pas dans l'équipe médicale parfois ont trouvé des solutions plus adaptées. Alors, je vais poser d'abord cette question à Barbara, mais je reviendrai à Naomi. Est-ce que ça a affecté la santé mentale dans la phase périnatale et postnatale? Euh, Est-ce que ça améliore les choses? Alors, je dois dire que sur la base de mon expérience, les familles qui peuvent s'occuper du bébé sont plus heureuses et sont plus confiantes en elles et sont prêtes à rentrer à la maison parce que ils ont été formés, si quand on explique comment prendre en charge le bébé, eh bien la famille est moins stressée, moins angoissée avant de rentrer à la maison. Et c'est important avec dans ce genre de service parce que c'est stressant d'avoir à s'occuper d'un petit bébé prématuré ou très malade. Et donc ça, voilà, on essaye d'éviter ce genre de déséquilibre psychologique. Et quand justement on arrive à impliquer la famille, ça se passe mieux. Alors Naomi, je me souviens plus si vous avez pris en compte ce point sur la santé mentale dans votre étude. Pardon, hein, j'arrive plus à me souvenir dans votre étude les effets sur la famille ou la dépression du postpartum ou est-ce que vous avez regardé ça dans votre étude? Non, on n'a pas pris ça en compte. Mais la plupart des mères avec lesquelles on a dialogué à la fin de l'étude, lorsqu'elles étaient prêtes à sortir, lorsqu'on leur a demandé si elles étaient contentes, et elles nous ont répondu que oui, c'était fantastique de pouvoir rester avec leur enfant, que comme ça, elles avaient compris ce qui se faisait et comment le bébé était soigné. Et même, ça leur permettait aussi de mieux expliquer à la famille ce qu'on faisait pour le bébé. Et ça a eu un effet positif par rapport aux femmes du bras témoin. Et les mères dans le bras témoin disaient régulièrement, moi j'aimerais bien être dans l'autre bras, celui où on peut rester avec son bébé tout le temps. Donc on a vu qu'il y avait plus de calme, ces femmes étaient plus sereines parce qu'elles ont pu mettre en place l'allaitement plus tôt, elles ont pu vraiment s'occuper de leur enfant. Merci Naomi. Oui, ouais, ça a dû être difficile d'avoir ces mères dans le bras témoin qui ne pouvaient pas rester tout le temps avec leur enfant. Et puis, les mères de substitution, plusieurs personnes en ont parlé. Tasmine, euh, comment est-ce que vous réagiriez si une autre mère avait assuré ce lien, cette méthode kangourou à votre place? Alors, avec ce que je sais aujourd'hui, eh bien oui, bien sûr, je n'aurais aucun problème à permettre à quelqu'un d'autre de le faire pour moi. Mais il faudrait évidemment qu'on me l'explique, j'imagine, parce que bon, voilà. c'est- Mais si c'est bien expliqué et si on comprend que c'est ce qu'il y a de mieux pour l'enfant, évidemment, je l'autoriserai sans problème. Honorine? Je reviens à vous à propos du KMC avec les pères, Honorine. Comment, comment est-ce que vous avez réussi à les impliquer, à leur faire accepter la situation et à faire accepter la situation aux mères? Oui, c'est pas facile parce que c'est sont
les mères qui assurent tout. Et quand la mère est malade ou a des jumeaux, alors c'est plus difficile. On a bien expliqué au père l'importance du KMC, l'importance de la zéro séparation. Et je dirais que 90% des pères ont accepté sans hésiter. Et on a impliqué aussi l'équipe santé mentale. Nos collègues de la santé mentale ont expliqué ça au père, à la mère. Donc, notre équipe santé mentale a assisté l'équipe médicale. Et cela qui a permis ce KMC paternel. On leur a demandé leur permission pour prendre des photos qu'on a affichées dans le service. Et on fait la même chose évidemment pour les mères. Hein. On prend les mères en photo pour montrer aux mères, ben voilà, la méthode kangourou, voilà comment ça se fait. Donc, on prend des photos avant et après aussi quand elles reviennent pour la visite de contrôle. Oui, c'est bien cette idée de photo. Alors, je vais prendre une question du public et puis encore un aller-retour avec Tasmine. Et puis après, on arrêtera. Et voilà cette question. Compte tenu des bénéfices évidents, pourquoi est-ce qu'on les a séparés, ces mères et ces enfants? Est-ce qu'on devrait faire des soins néonataux si on ne peut pas laisser les mères avec leurs enfants? Livia, voilà. Est-ce qu'on doit vraiment faire de la prise en charge néonatale si on n'est pas capable de maintenir les mères et les enfants ensemble? Oui, mais moi, je pose une autre question. Pourquoi on ne serait pas capable de garder, de mettre cette zéro séparation en place? Oui, bah, on sait bien que c'est aussi une question de place chez MSF. Pour moi, c'est tout à fait praticable. La question, c'est peut-être de savoir qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre en place pour l'enfant, l'oxygénation, etc. Mais ça, c'est toujours une question qu'on peut se poser dans nos programmes. Mais laisser l'enfant avec la mère ou le père, c'est juste une question d'espace physique. Je crois que c'est juste une question de mentalité pour moi. C'est pour cela que c'est important de changer. Et pourquoi on n'a pas la place nécessaire? C'est parce qu'on ne l'a pas prévu. Voilà, oui, j'aime bien cette réponse en forme de question. Pourquoi on ne pourrait pas les laisser ensemble? Merci à tous les membres de la table ronde. Mais une dernière question à Tasmine. Tasmine, si il y avait une dernière pensée, réflexion à partager avec MSF, un message clé pour tous ceux qui nous écoutent. Et je ne veux pas vous mettre la pression. Eh bien, en laissant les bébés avec leurs parents, ils vont survivre et ils vont prospérer. Merci beaucoup, Tasmine. Merci beaucoup à tous les intervenants. Je repasse la parole à Sophie. Merci, merci Kirili. C'est fantastique d'entendre les opérations nous dire il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas y arriver, qu'on ne puisse pas les laisser ensemble, ces mères et ces enfants. Bravo. Bon, voilà, j'ai cette tâche difficile de résumer, de faire la synthèse de cette session. Et on a vu pendant la discussion, la table ronde et les présentations que,
Il faut que les mères et les enfants restent ensemble dès la naissance et que la zéro séparation permet d'améliorer les soins pour les enfants parce que ça permet d'intervenir avec la méthode IKMC qui peut sauver les vies et qu'il faut limiter la séparation dans tout le parcours de santé avec ces soins FICARE centrés sur la famille. Ça améliore les résultats. On l'a entendu de la part de Tasmin. Cela dit, il y a encore beaucoup de choses à faire sur nos terrains. Il faut un changement culturel, il faut de la formation, mais pas seulement de la formation. Il faut qu'on change notre vision du problème et en impliquant toutes les parties prenantes pour assurer une mise en œuvre réussie de la Family Centered Care, des soins centrés sur la famille. Il y a un certain nombre de défis multidisciplinaires, pas seulement pour l'équipe médicale, mais aussi voilà, pour les logistiques, l'administratif, etc., les ressources humaines. Et il faut aussi impliquer les familles, les mères pour surmonter ces problèmes lorsqu'ils se présentent. On sait que le personnel médical a peur qu'il y ait plus d'infections et que cette peur n'est pas fondée puisqu'on a pu montrer que ces infections sont réduites lorsque les parents, la famille est impliquée dans les soins donnés à l'enfant. Et souvenons-nous que la famille ne vient pas juste rendre visite à son enfant, mais qu'elle doit être partie prenante des soins. Et essayons de donner à ces petits patients si vulnérables le meilleur départ possible dans la vie. Et s'il vous plaît, faites passer ce message. Nous devons commencer à changer notre perception de ce problème de ces nouveau-nés. Merci beaucoup à tous ceux qui ont permis cette session et à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci.